Donc, le thème de l'exposé, ce sont les... c'est presque inédit. Ça pourrait même ressembler à une boutade. Mais en fait, ça reflète le fait qu'on ne connaît absolument pas l'archéologie. Enfin, du moins, je dirais, la plupart des personnes ne connaissent pas l'archéologie, ou du moins l'archéologie secrète. La vraie archéologie, tout simplement parce que les vraies recherches ne sont pas divulguées à grande échelle. C'est-à-dire que, comme je le dis tout à fait fréquemment, on nous sert le darwinisme comme mensonge ou comme vérité établie, qui est un mensonge énorme et qui empêche effectivement toutes les réflexions sur des sujets tout à fait passionnants. Et quand on touche certains sujets, on n'a absolument pas besoin de la science-fiction, parce que c'est même mieux que la science-fiction. Et en plus c'est vrai. Donc là, en l'occurrence, c'est donc les pyramides. Ce ne sont pas, ce sont les pyramides. Merci beaucoup. Merci, Kalofik. Voilà. Donc ce sont les pyramides sur l'île de Pâques. Donc déjà, ce qu'on observe avant d'attaquer l'île de Pâques, en prélude, on pourrait se demander où est-ce qu'il n'y a pas de pyramides dans le monde. Question tout à fait étrange. Où n'y a-t-il pas des pyramides? Ou alors, on peut se demander pourquoi y a-t-il des pyramides partout? Et en l'occurrence sur l'île de Pâques. Il y a même des pyramides en France. Enfin, une. Dans l'arrière-pays de Nice, il y a une pyramide qui n'est absolument pas connue, mais on peut entrer avec une corde de rappel à l'intérieur et visiter la pyramide. C'est dans l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays de Nice, donc il y a beaucoup de choses. On va y revenir, même si ce n'est pas le sujet. Et là, donc, pour ce qui concerne les pyramides de l'île de Pâques, puisque personne ne sait qu'il y a des pyramides là-bas, je suis tombé sur cette réflexion tout simplement parce que c'est une personne, donc un capitaine en 1771, qui était le second à découvrir en quelque sorte l'île de Pâques. Il s'agit donc d'un capitaine espagnol, cartographe également, Felipe González y Haedo, qui affirme effectivement qu'il y a des pyramides dans les sables ou dans le sol de l'île de Pâques. Ça c'est quand même... Et en réfléchissant un peu, je me suis dit, c'est tout à fait possible. Donc l'île de Pâques a été découverte en 1722, le jour de Pâques donc effectivement, et c'était découvert par un marin néerlandais. Mais le plus important, donc, c'est cette réflexion sur les pyramides de l'île de Pâques, parce que ça nous amène sur des réflexions énormes. Et effectivement, quand on recherche un peu, on se rend compte qu'il y a des restes de pyramides sur l'île de Pâques. Pourquoi? Et quelle forme ont-elles, etc., etc., etc. C'est ce qu'on va voir. Donc tout d'abord, pour ouvrir le sujet, je vais dire qu'il y a des pyramides partout dans le monde, surtout là où on ne les attend pas. C'est-à-dire que les plus grandes pyramides ne sont pas, ou n'est pas la grande pyramide d'Égypte, celle de Khéops. Il y a par exemple des pyramides en Chine. Dans la plaine du Qinchuan, on appelle ça la pyramide blanche, qui est 2 fois plus grande que la pyramide de Khéops. 2 fois plus grande que la plus grande pyramide, la prétendue plus grande pyramide donc, de Khéops, qu'on présente comme un tombeau. Pour certains, c'est tout à fait faux. Enfin bon. Donc on trouve des pyramides en Chine. Et c'est tout à fait connu, mais ce n'est pas du tout développé, comme s'il fallait que ce soit caché à la population. C'est-à-dire que, dans un sens, on ne peut pas les... on ne peut pas les mettre en avant, mais elles existent. Donc, comme s'il s'agissait d'un consensus entre la vérité historique et le dogme certainement du darwinisme, on se garde bien effectivement de faire étalage ou d'exposer la réalité archéologique de ces pyramides en Chine.
Donc elle reste sous une forêt de tertre, de manière tout à fait discrète. Et qu'est-ce qu'on remarque effectivement? C'est qu'il y a un archéologue en Chine qui s'appelle Chipen Lao, qui a étudié ces pyramides et qui constate effectivement des grandes galeries sous les pyramides de Chine. C'est exactement la même chose qu'en Égypte, il y a des galeries sous la pyramide de Khéops. Et là c'est exactement pareil. Donc Chipen Lao est professeur d'archéologie à l'université de Pékin, hein, donc c'est quelqu'un qui est tout à fait autorisé, qui est un archéologue chevronné. Donc, de toute façon, dans mes recherches, je prends des universitaires. Hein. Et il découvre donc des dalles de souterrain. Il remarque aussi que il y a des traces de... c'est-à-dire qu'il constate effectivement qu'il y a des parois lisses, ornées de magnifiques dessins. C'est le terme qu'il emploie. Et ça ouvre aussi la réflexion, tout simplement parce que quand vous allez dans les grottes, aucun des dessins préhistoriques n'est ou à l'entrée d'une grotte. Tout est l'art pariétal en fait est dans des endroits inaccessibles des grottes, c'est-à-dire des endroits extrêmement sombres, et ces dessins sont extrêmement complexes puisqu'ils offrent des notions de perspective, de vitesse, et c'est même donc le préhistorien d'origine ariégeoise, donc tout à fait français, Jean Clotte, qui dit que 5% des dessins préhistoriques de l'art pariétal ne pourraient pas être reproduits à l'heure actuelle tellement ce sont des dessins complexes. Alors, cette histoire de dessins dans des grottes qui ne sont pas à l'entrée des grottes, mais dans des endroits complètement inaccessibles, auxquels il faut rajouter à l'inaccessibilité la complexité du dessin, c'est un livre qui est paru en 2013, qui s'appelle La plus vieille énigme de l'humanité, et qui a été écrit par le dessinateur donc, Bertrand David et l'historien Jean-Jacques Lefrère. Ils font ce constat. Et donc ça rejoint effectivement le constat que fait aussi Chipen Lao, donc ce professeur d'archéologie de l'université de Pékin, où il voit des dessins dans les galeries des pyramides, galeries souterraines des pyramides des plaines du Qinchuan. Donc ça pose la question effectivement d'un savoir qui échappe effectivement à l'homme actuel. Ça ouvre aussi le champ sur la contradiction ou l'opposition d'un homme préhistorique ou d'un homme, on va dire, proche de la création, tout à fait extérieur à un savoir évolué. Donc ces pyramides sont tout à fait... leur existence contredit effectivement le darwinisme. Parce qu'avec le darwinisme, nous sommes dans une logique d'évolution, d'évolutionnisme, où l'homme, effectivement, petit à petit, acquiert des connaissances. Là, c'est complètement l'inverse, pour tout. C'est-à-dire que l'homme du départ, puisque ces pyramides de Chine datent d'avant le Christ, donc nous avons affaire à une population qui est extrêmement, je dirais, au fait des techniques de construction. Nous remarquons aussi exactement la même chose avec des traces de lumière au temple d'Hathor, qui date lui de la période gréco-romaine en Égypte, c'est-à-dire comme en Chine. Vous avez des pyramides, et quand on va dans ces galeries, il y a des traces de lumière qui ne sont pas effectivement ce n'est pas de la suie ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une lumière qui émanerait d'un combustible ou quelque chose comme ça. Et les légendes parlent de lumière vert fluorescente, etc., etc., etc. Nous trouvons, alors pour le cas de la Chine, c'est tout à fait pertinent parce que
Il y a aussi, je crois que c'est à 400 km de Shanghai, à Huangshan, on retrouve des grottes avec des galeries tout à fait énormes. Et l'interprétation, ce sont les géants. Huangshan. Chose tout à fait pertinente également en Chine, c'est à Shenzhen. On retrouve également des sculptures avec des hiéroglyphes. Donc quand je parle de la Chine, j'y mets des pyramides, plus grandes que celles de Khéops. Dans les plaines du Qinchuan, de mémoire, elles sont 3. Et sur l'ensemble du territoire, donc, on trouve, territoire chinois, des galeries qui sont faites de main d'homme, mais on ne sait pas comment, c'est-à-dire on ne peut pas dire comment, mais on attribue cela à des géants. Et on trouve, comme je vous l'ai dit, à Shenzhen, des hiéroglyphes. Vous avez des images là-dessus sur Internet avec des statues, avec des écritures qui sont tout à fait des statues en plus qui ressemblent. On penserait même qu'on les a prises d'Égypte pour les amener en Chine. Et on retrouve des hiéroglyphes. Vous retrouvez également des hiéroglyphes et des pyramides aux États-Unis. On a découvert dans les années 10 des hiéroglyphes dans des cités, ce qu'on appelle des cités cachées, des galeries également, dans les montagnes du Colorado. Et vous retrouvez des pyramides en Chine, aux États-Unis. Donc des pyramides qu'on appelle de... Le nom va me revenir, parce que je n'ai pas tout noté. Enfin bon, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, c'est dans l'Illinois. Vous retrouvez des pyramides dans l'Illinois, qui datent du 9e siècle. Tout à fait intéressant, parce qu'on attribue les statues de l'île de Pâques au 9e siècle. Alors autant je veux bien croire, ça on va le voir tout à l'heure, je veux bien croire que ces pyramides américaines, entre guillemets, ont été construites au 9e siècle, mais j'ai les plus grands doutes pour les statues donc, de l'île de Pâques, les Moai. Je ne pense pas qu'elles aient été construites au 9e siècle, mais je pense qu'elles ont été ces statues qui seraient au nombre, qui sont au nombre de 1000. Dans les années 1880, on pensait qu'il y en avait 550, on avait commencé à les fouilles, et maintenant il y en a 2 fois plus. Il y en a plus de 1040. Donc on retrouve quoi? Pour répéter les choses d'une manière un peu lourde, mais d'une manière précise quand même. Vous retrouvez des pyramides, des hiéroglyphes en Chine et aux États-Unis. Donc, pour l'île de Pâques, on commence à moins rire. Surtout quand il s'agit d'un cartographe. En 1772, Felipe González Iaedo, qui est le second à l'île de Pâques, et qui parle de pyramides sur l'île de Pâques. Surtout que dans les années 60, il y a une personne qui prend le relais de cette thèse. C'est le professeur Louis-Claude Vincent, qui n'est pas n'importe qui est un ancien professeur à l'école d'anthropologie de Paris et qui est un membre de la Société des océanistes. Donc ça fait quand même des gens sérieux qui parlent de cela. Donc pour ce qui est de l'île de Pâques, c'est une petite île qui fait 160 km², à 3000 km des côtes chiliennes, tout à fait isolée, 4000 km des côtes chiliennes même, et on dit que c'est l'endroit le plus isolé de la planète. Chose tout à fait intéressante aussi, c'est que ces pyramides s'inscrivent sur un axe. C'est-à-dire, vous avez l'axe des pyramides en Égypte, notamment la pyramide de Khéops. Sur ce même axe, vous retrouvez
Machu Picchu, la cité donc, construite en 1440 et qui a été découverte seulement en 1911 par un universitaire, professeur d'histoire, Hiram Bingham. Je crois que c'était un universitaire d'Oxford, je ne le garantis pas, mais si j'ai bonne mémoire, c'est ça. Donc c'est quand même quelqu'un de chevronné. Et il découvre donc Machu Picchu en 1911. Et ensuite, sur ce même axe, vous avez les lignes de Nazca et vous avez l'île de Pâques. Khéops, donc je reprends. Khéops, Machu Picchu, les lignes de Nazca et l'île de Pâques. Ça devient complètement chaud. Parce que je vous amène en Chine, je vous amène aux États-Unis, maintenant je vous amène sur un axe secret. L'axe secret des pyramides. Ou pile poil, à moins de 10 degrés d'erreur, en fait c'est ce que j'ai trouvé, avec une marge d'erreur d'un dixième de degré de latitude. Donc c'est un axe, on va dire, complètement parfait. Donc pour ce qui est des statues, pour avancer, avant d'arriver aux pyramides, pour l'île de Pâques, on constate qu'à Tiahuanaco, qui est construite une cité, donc une des plus anciennes cités Inca, on est à 3900 mètres d'altitude, donc déjà avec des blocs qui sont énormes, qui font des centaines de tonnes, et qui sont parfaitement imbriqués les uns aux autres, sans ciment. On peut se poser la question effectivement de l'acheminement de ces pierres. Qu'est-ce qu'on rencontre à Tiahuanaco? Il y a une statue qui fait 3 mètres de haut, qu'on appelle le frêle. C'est plutôt une porte, où on trouve même des animaux préhistoriques, je crois, des dinosaures, des choses comme ça, mais à vérifier. Et c'est la sculpture la plus importante de Tiahuanaco, donc de 3 mètres de haut. Et on dit que bon, son rôle est complètement ignoré, mais en revanche, là où on ne fait pas l'impasse, c'est qu'il y a une forte ressemblance avec les statues de l'île de Pâques. En fait, c'est un bonhomme, c'est pas une entrée, c'est un bonhomme qui ressemble effectivement à un bonhomme de 3 mètres de haut qui ressemble vraiment à un moai, c'est-à-dire à une statue de l'île de Pâques, de par son dessin. Donc ça, c'est complètement étrange. Les statues de l'île de Pâques à l'heure actuelle sont au nombre de 1042, ces fameux moai. Les fouilles récentes donc ont permis de découvrir des colosses de pierre de plus de 20 mètres de haut. Certains pèsent jusqu'à 400 tonnes. Et la majeure partie de leur corps est enfouie. En 1886, pour faire un petit rappel historique, c'est un certain Thompson qui en décompte donc 555. Et lui dit qu'elles font 6 mètres de haut, mais il n'a pas découvert effectivement qu'elles étaient aux 2/3 ou aux 3/4 enterrées. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que il faut attendre 2010. C'est comme ça qu'on présente les choses. C'est troublant, c'est assez troublant. C'est une archéologue qui part là-bas, qui est d'origine néerlandaise. Donc elle donne la suite à celui qui a découvert l'île en 1722, Jacob Roggeveen, ou Roggeveen, ou Roggeveen, ça dépend comment on le prononce. Si c'est en néerlandais, c'est Roggeveen, qui découvre l'île de Pâques le 26 avril 1722, qui découvre l'île de Pâques, donc jour de Pâques, navigateur néerlandais. Et elle, donc, c'est en 2010, donc on va dire 300 ans après. Et elle découvre que les statues, c'est comme ça que c'est présenté, hein. Quand vous allez sur la presse, on vous dit que cette personne, donc, Johan van Tilburg, découvre que les statues sont aux 3/4 ou aux 2/3 enterrées. On présente les choses comme ça. Alors c'est marrant parce que quand déjà vous allez sur Wikipédia, bon, on n'omet pas le fait que ces statues, du moins le fait que ces statues étaient enterrées, on n'omet pas le fait que c'était déjà découvert avant.
Mais c'est ce que j'ai découvert il y a quelque temps. Mais quand Johann, cette dame, donc van Tilburg, est allée là-bas en 2010, ça a été annoncé comme une grande nouvelle. Comme quelque chose qui n'avait été jamais dit. Et en fait, c'est dans un livre qui a été publié dans les années 10 par une archéologue, Catherine Routledge, qui montre les photos. Le livre, il ne date pas des années 10, il a été refait. Mais qui montre les photos de statues qui sont couchées. Ça fait intéressant. En fait, ces statues ont basculé, certaines, et je vais montrer la caméra, et que ces statues même sont enfouies. C'est-à-dire que quand donc Johann van Tilburg va là-bas en 2010, elle dit ah ben chouette, on a trouvé donc elle étudie 90, elle en trouve plein, et elle dit c'est enfoui. Alors qu'en fait c'est 100 ans avant, on découvre que en fait, c'était déjà connu, donc avec un livre à l'appui, hein, avec des photos à l'appui. Et donc il faut attendre, je dirais, quasiment 100 ans pour vraiment que cette réalité, qui était un peu connue mais pas trop, soit véritablement portée à la connaissance du public. C'est quand même troublant. Et on va voir pourquoi. Parce qu'après il faut réfléchir un peu, quoi. Donc elle, en 2010, elle étudie 90 statues. Donc en tout, ça porte le chiffre à 1045, comme je vous le disais, avec des poids complètement impensables. Et si on arrive avec une statue de 20 mètres, c'est parce qu'on a pu mesurer des pieds à la tête. La tête de la statue fait 7 mètres de hauteur sur un diamètre de 3 mètres. On voit que ce sont des statues énormes. Et là, il faut quand même une personne qui est un créationniste, qui est le docteur Clifford Wilson, qui est décédé il y a, je crois que c'était en 2012. C'est ça, oui. Né en 1923, décédé en 2012. Archéologue, psycholinguistique australien, et qui défendait la théorie d'une Terre jeune. Il pensait que la Terre avait 6000 ans. C'est quelqu'un qui me plaît beaucoup, donc. C'est-à-dire qu'il a une lecture biblique de l'âge de la Terre. Lecture qu'on avait jusqu'à la Révolution française. Ça, j'insiste chaque fois. À partir de la Révolution française, la Terre n'a plus de 6000 ans, mais les années faisant, ou passant, elle a 100 000 ans, quelques millions d'années, pour arriver à des périodicités complètement longues, pour ne pas dire ubuesques ou déliresques, je ne sais pas, de 4 milliards et demi d'années. En tout cas, Wilson explique une chose tout à fait intéressante. Il dit que pour ces statues qui font 6 mètres de haut, enfin la tête, pour la tête seulement, hein, pour la tête seulement, il aurait fallu 1 année à 6 hommes pour la tailler avec des outils les plus perfectionnés et contemporains. Alors que ces statues, on prétend qu'elles viennent du 9e siècle. Je pense qu'elles viennent d'avant. C'est là où on va commencer. Ces statues vont nous servir de vecteurs pour toucher les pyramides. Donc on a affaire effectivement à un composite on dit qui est basaltique, donc une roche volcanique qui est extrêmement dure. Et quand je réfléchis un peu, je me dis tiens, mais là il y a une similitude avec quelque chose d'autre. Je trouve 2 similitudes. D'une part avec l'arche de Noé sur le mont Ararat, où le bois, semble-t-il, avant le déluge, était tellement dur qu'on pouvait en faire des clous. C'est-à-dire que les gens qui ont découvert l'arche de Noé, il y a eu des expéditions tout à fait intéressantes, parce que même le tsar de Russie, Nicolas II, en 1916, avait envoyé une expédition avec 6 ou 7 scientifiques sur le mont Ararat pour étudier l'arche de Noé. Ça n'a pas été le seul. Hein. Mais lui a dû l'arrêter parce qu'il y a eu la révolution russe. Et la plupart des gens qui sont partis là-bas, sur le mont Ararat, sont revenus et ont été tués par le régime communiste.
Je dis ça parce que bon, c'est un peu la même chose qu'on rencontre aujourd'hui. Quand vous allez à contre-courant, on vous met en prison, c'est une petite aparté. Mais ça donne quand même la teneur, ou du moins la raison pour laquelle on ne sait pas certaines choses. C'est-à-dire que l'omerta sur l'archéologie est toujours de mise, surtout quand elle va dans le sens de la Bible. Donc quand on regarde l'Arche de Noé, effectivement, on a affaire à des clous qui sont en bois, parce que le bois est extrêmement dur. 1. 2. Ce qu'on remarque aussi, ce sont les pyramides de Bosnie, découvertes en 2005 par le docteur Samir Osmanagic. Alors je sais, on dit, ah mais pour l'instant on ne peut pas dire si ce sont de vraies pyramides ou des fausses, ou autre chose. C'est-à-dire des choses qui seraient de forme pyramidale, parce que c'est quand même, c'est comme Machu Picchu quand ça a été découvert, c'était dans une forêt recouverte de végétation. Il a fallu des années pour mettre à nu effectivement le site. Là c'est la même chose. On ne peut pas dire d'une manière scientifique que ces pyramides de Bosnie sont vraies, mais vous avez quand même des scientifiques qui remarquent des choses. La première des choses qu'on remarque, ce sont des galeries, tiens, des galeries là aussi. Galeries souterraines qui font des centaines de mètres à plus de, je ne vais pas me tromper, mais je crois que c'est des dizaines de mètres de profondeur en tout cas. Et la particularité, c'est que vous retrouvez, sans système d'aération, vous retrouvez une teneur 30 fois supérieure à la normale en ions négatifs. Les ions négatifs ont ceci de particulier, c'est que c'est tout à fait bénéfique pour la santé. Ce qu'on remarque aussi d'une manière scientifique, et ce que je mets aussi dans mon livre sur les géants, parce que je ne peux pas faire l'impasse là-dessus, sur la seule raison que ça me semble sérieux ou pas, parce que ce n'est pas un argument, mais il y a des dizaines de scientifiques, d'universitaires, scientifiques, des docteurs, des professeurs, qui constatent que sur la pyramide du Soleil, qui serait la plus grande des 5 pyramides de Bosnie, vous avez un faisceau d'énergie qui s'accroît, non pas quand on se rapproche du sommet de la pyramide, mais qui s'accroît quand on s'éloigne du sommet de la pyramide. C'est-à-dire que c'est contraire aux lois de la physique, qui veut que l'énergie s'amplifie quand on se rapproche de la source énergétique. Donc à croire que les pyramides sont en fait des piles ou quelque chose comme ça d'énergie, mais je ne veux pas m'attarder sur, parce que ce n'est pas le sujet, sur les pyramides de Bosnie, mais je parle seulement de cela pour dire qu'il y a des éléments qui sont troublants, notamment ces fameuses galeries qui renvoient aux galeries des pyramides de Chine, des plaines du Qinchuan, pyramides d'Égypte, etc., etc., etc. Et là où je veux en venir, c'est que le ciment qui compose, on va dire, l'édifice des pyramides de Bosnie est plus perfectionné que le ciment, que le meilleur des ciments actuels. C'est-à-dire qu'un ciment à l'heure actuelle, d'après les explications de Samir Osmanagic, le meilleur des ciments actuels a un taux de porosité de 3%. Là, nous sommes à un taux de porosité de 1% seulement. Donc nous avons affaire, c'est une réflexion, hein, ni plus ni moins, à un matériau extrêmement dense et peu poreux. Donc quand je parle de Wilson Clifford, qui dit qu'en fait, les têtes des Moaïs sont quasiment intaillables parce que, à l'heure actuelle, il faudrait une année à 6 personnes pour faire une tête, lorsque vous avez 1000 têtes. C'est pas pareil. Ensuite, et là on en vient aux pyramides, donc on voit effectivement par ces angles d'approche que nous avons affaire sur l'île de Pâques à des mystères. Et là où nous entrons avec le mystère des pyramides de l'île de Pâques,
tendent à donner raison à Aido y Fernandez, donc ce marin qui a été le second à découvrir l'île en 1772, c'est que vous avez un mur sur l'île de Pâques, qui s'appelle le mur de Auvinapu. Il fait plus de 2 mètres de haut, et sa structure est exactement la même structure que les pyramides Inca. C'est-à-dire que les pierres sont parfaitement imbriquées sans ciment. Ce sont des blocs, d'énormes blocs, donc qui sont assemblés sans ciment, et ce sont exactement les mêmes blocs que vous retrouvez en Égypte et dans les pyramides Inca, dans lesquelles vous ne pouvez absolument pas passer, ne serait-ce que la lame d'un couteau ou un papier à cigarette. C'est-à-dire qu'il semblerait que c'est taillé dans du beurre, comme si la roche avait été meuble. Donc on remarque que ce mur ressemble effectivement aux pyramides des Incas. C'est composé de la même roche basaltique. Chose tout à fait étrange, c'est que vous avez un ingénieur en génie atomique qui, en 1996, qui s'appelle Pierre Dequesne, qui a écrit un livre que je conseille à tout le monde, La science du XXe siècle ou la Bible du démon, et qui explique qu'au large des Açores, vous retrouvez des formes pyramidales en roche basaltique qui ressemblent pile poil aux structures pyramidales des Incas. C'est ce qu'il dit, hein. Seulement lui attribue ça à l'Atlantide. Vous avez aussi Fernand Crombette qui parle de cela. Fernand Crombette, j'en conseille vivement la lecture. Fernand Crombette est décédé en 1971. C'était un créationniste également qui expliquait, notamment par rapport à la Bible, enfin qui expliquait la véracité de la Bible par rapport à l'aide de la science. Et il explique aussi qu'on a découvert, lorsqu'on a voulu tendre un câble de communication à ces endroits-là, le câble s'est agrippé sur une roche basaltique. Donc il y a plusieurs sources. Ça c'était en 1898. Et cette roche a été étudiée à l'école des mines à Paris. Donc on voit que c'est quand même pas pris à la légère. Donc ce que dit Aido y Fernandez, Felipe González y Aido, un peu dans le nom, il dit tout simplement que ces pyramides sont enfouies sur l'île de Pâques. Mais quand je regarde par exemple le cas de Vinapu, oui, il semblerait que cette pyramide soit cassée. Si c'est une pyramide, en tout cas ça ressemble à la structure, je me répète, c'est une structure pyramidale des Incas. Et il semblerait qu'elle ait été cassée au niveau de comme si elle n'avait pas été terminée ou comme si ça avait été cassé. Donc pour l'instant je laisse ça au niveau de la réflexion. Donc, quand je lis certaines personnes, notamment Louis-Claude Vincent, donc professeur d'anthropologie, il a cette réflexion, il dit quand on va sur l'île de Pâques, il semblerait qu'à un certain moment tout était arrêté. Alors, c'est pas le seul, c'est-à-dire qu'il prend aussi un archéologue qui s'appelle Métro, en 1941, qui écrit dans l'île de Pâques, c'est le titre d'un livre. Il dit, dans ce même Métro, écrit M-E-T-R-E-A-U-X. Il écrit sans statue inachevée, comme si elles avaient été abandonnées peu de jours avant le moment où elles pouvaient sortir du chantier. Devant ces témoignages d'un arrêt subi d'activité, on pense inévitablement à un cataclysme, à un événement qui aurait bouleversé de fond en comble la vie de l'île.
On constate aussi une autre chose pour l'île de Pâques, c'est que les survivants ne savent pas quoi répondre. Ça, c'est ce qu'écrit donc Louis-Claude Vincent. Il parle d'une légende tellement hybride qu'on a l'impression qu'ils n'ont jamais su et qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire les gens de l'île de Pâques, hein, de la population pasquane, ils ne sont pas les descendants des ultimes sculpteurs. C'est-à-dire que vous avez dans une partie une personne qui dit il semblerait que quelque chose de subit se soit passé et que les travaux n'ont pas été finis. Et puis une autre personne dit, et ça va tout à fait dans ce sens, que les habitants de l'île de Pâques ne sont pas les habitants qui ont fait les statues. Grosso modo, c'est ça. Alors, ce qui est tout à fait étrange, c'est que on retrouve aussi des amas de pierre qui font, par exemple, 60 mètres de haut et 100 mètres de long. Vous en avez plusieurs comme ça. Et Louis-Claude Vincent pense qu'effectivement, ces amas de pierre, qui représentent chacun entre 6000 et 10 000 mètres cubes de plaques, comme si quelque chose s'était effondré, il dit que c'est soit c'est une carrière, grosso modo, qui servait peut-être pour faire des temples, mais en tout cas, il part du principe que, enfin, selon lui, c'est trop énorme pour une île qui fait, comme je vous le disais tout à l'heure, 160 km². Donc pour lui, ça peut être l'île de Pâques, c'est sa théorie, hein, peut être le résultat, ou du moins une partie, de l'Empire de Mu. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure, quand je vous avais parlé de Pierre de Kénès, quand il voit des formes pyramidales au large des Açores, il faut savoir que les Açores sont le reliquat de l'Atlantide disparue en 1226 avant Jésus-Christ. Si vous voulez faire une petite lecture de l'Atlantide, vous lisez Platon, le Critias, vous allez découvrir des choses. Donc c'est tout à fait étrange tout ce qu'on remarque. C'est d'autant plus étrange que vous avez le professeur Masaki Kimura à l'heure actuelle, qui est un professeur d'archéologie, et qui trouve des formes pyramidales, donc non pas au large des Açores, lui, mais au large du Japon. C'est-à-dire au milieu, on va dire, du Pacifique, entre autres. Donc cette théorie de l'île de Pâques, reliquat de l'Empire de Mu, est tout à fait crédible. Et c'est d'autant plus intéressant que s'il y a eu un empire de Mu, s'il y a eu l'Atlantide, nous avons certainement affaire à des populations très avancées et qui datent d'avant le 9e siècle après Jésus-Christ. Alors là, pour l'Atlantide, je peux me baser sur les écrits de Frédéric Soddy, qui est un prix Nobel de chimie en 1921, et qui écrit dans un livre qui s'appelle, j'ai oublié le titre, sur le radium en fait. Il écrit, voilà, The Interpretation of Radium, écrit en 1909. Il écrit que vous avez accès à ce livre sur internet, vous pouvez le commander. Prix Nobel de chimie en 1921. Il écrit donc que l'Atlantide, la civilisation d'Atlantide était plus avancée que les civilisations actuelles. Donc quand on parle effectivement des statues Moai avec Wilson Clifford, qui avec pertinence souligne qu'il aurait fallu 6 hommes pour tailler une seule tête, etc., 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 on est dans une autre lecture de l'archéologie, on est dans une autre lecture de l'histoire.
quand on a le nez un peu creux, on se rend compte que il peut y avoir effectivement une autre explication, une autre compréhension du monde. Donc, voilà en quoi les statues de l'île de Pâques sont tout à fait intéressantes, parce que elles ressemblent, comme on le voit avec le frêle, cette statue qu'on retrouve à Tiwanaku, elle ressemble effectivement à cette statue de 3 mètres, construite également en basalte, de même structure et de même dessin, on va dire. Chose tout à fait étrange, parce que je regarde aussi en même temps mes notes, j'ai préparé ça cet après-midi, c'est que les statues enfouies de l'île de Pâques montrent effectivement les mains sur le ventre, et derrière, sur le dos, il y a des écritures qu'on peut dire hiéroglyphiques, avec des animaux, des choses comme ça. Et ce qu'on peut dire, c'est que il n'y a aucun intérêt d'écrire des choses sur des statues pour les enterrer. Donc, il est fortement en question, ou il serait pertinent de penser, que ces statues ont été ensevelies par un cataclysme. Puisqu'on retrouve des statues qui ont été culbutées, je dirais, qui ont été renversées, et les écritures complètement inconnues, enfin, du moins c'est comme ça qu'on nous le présente, c'est toujours pareil, parce que le mensonge des écritures qui n'ont rien à voir avec ces écritures-là, quoique, ce sont ce qu'on appelle les écritures rongo-rongo, qui ont été étudiées par un prêtre, par Monseigneur Clessens, évêque de Batavia. Et à l'heure actuelle, on dit que ces rongo-rongo sont complètement indéchiffrables, même avec les meilleures techniques, on va dire, informatiques. Et elles sont singulières, effectivement, à l'île de Pâques, ce qui est complètement faux. Puisqu'on retrouve à plus de 3000 km, voire même en Inde, les mêmes écritures. Pourquoi je dis ça? Parce que il s'agit d'un mensonge. On retrouve ces écritures ailleurs. Et dans les plaines de l'Indus, dans le nord de l'Inde, etc., où on peut penser que l'humanité, on peut penser effectivement à un berceau de l'humanité dans ces régions-là. Ce sont effectivement des spéculations. Mais en tout cas, pour ces écritures-là, elles ne sont pas propres à l'île de Pâques. Donc on voit bien qu'il y a des mensonges sur l'île de Pâques. Donc, c'est le cas par exemple d'Athanase Kircher, qui était un jésuite, et qui de 1600 à 1680, enfin les jésuites, plus grand linguiste de l'Église catholique, puisqu'il parlait 29 langues, il était archéologue, il dit par exemple, il explique comment à partir de l'Égypte, qui aurait pu hériter de connaissances de la civilisation de Mu, la méthode des hiéroglyphes se répandit d'abord en Perse, puis en Inde, en Chine, au Japon et au Cambodge. Le savant jésuite enseigne aux Chinois que le paganisme, oui, ça n'a rien à voir, et l'idolâtrie proviennent de l'Égypte. En tout cas, ces écritures peuvent être effectivement, les écritures qu'on découvre sur l'île de Pâques, peuvent être des écritures qui datent d'une époque qui nous échappe. Alors, quelle époque pourrait être concernée? Selon Crombette et d'autres, selon Crombette et selon effectivement cet anthropologue, c'est-à-dire Louis-Claude Vincent, le déluge aurait recouvert de sédiments ces statues. Et là où c'est tout à fait pertinent, c'est que si c'est le cas, ces écritures, en fait, seraient des écritures d'avant le déluge.
Je ne peux rien affirmer. Mais vous avez deux personnes qui disent ça. Crombette, qui était un spécialiste de langues anciennes et qui a lu mieux que... qui a lu les hiéroglyphes mieux que Champollion. Parce que Champollion a fait des erreurs. Parce qu'il a pensé que les hiéroglyphes pouvaient être lus de la même manière à différentes époques de l'Égypte. Crombette, donc, lui, s'appuie sur la lecture des hiéroglyphes à partir de la connaissance du copte ancien. Donc c'est une personne qui est un chevronné, on va dire, des langues anciennes et qui remarque même des similitudes entre des noms, ou du moins des mots de la langue, de dialecte, on va dire, en Amérique du Sud, qui portent le nom de Atzlan, comme Atlantide, et il retrouve exactement aussi des mots similaires avec l'Égypte. Vous retrouvez les mêmes choses aussi à Stonehenge. C'est-à-dire que vous retrouvez par exemple les mêmes dessins à Stonehenge, qui en celte se dit Kjörgor, qui signifie la danse des géants. Et vous retrouvez les mêmes dessins en Crète, où il y a eu aussi des géants. D'ailleurs en Crète, Knossos, la cité de Knossos, qu'on attribue à Minos, je crois que c'est plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, on dit que Minos était un géant. Ça, c'est les autres conférences que j'ai faites sur les géants. Mais en tout cas, là où ces écritures sont tout à fait intéressantes, c'est qu'elles renvoient à une période qui pourrait être une période d'avant le déluge, tout simplement. Et ça expliquerait pourquoi on a été très timide pour dire, à partir des 1910 jusqu'à aujourd'hui, que ces statues étaient ensevelies. C'est-à-dire, vous reprenez, vous allez sur Internet, vous regardez, vous cherchez à Johann van Tilburg, et c'est la grosse découverte. On découvre effectivement que les statues sont ensevelies, alors qu'en fait, 100 ans avant, on le savait. C'est complètement impensable qu'une île qui a été découverte, et on va en revenir aux pyramides, qui a été découverte en 1722, il faille attendre 2010, c'est-à-dire 300 ans, pour qu'on découvre effectivement des statues, alors qu'elles sont plus de 1000, que ces statues, pour qu'on découvre qu'elles soient ensevelies. Pardon. C'est une cachotterie quelque part, c'est impensable. C'est impensable. Donc, si ces statues ont été renversées et ont été ensevelies par un déluge, on peut penser que les pyramides de l'île de Pâques, auxquelles croient effectivement plusieurs personnes, auraient pu être cassées. Si vous prenez le cas de Apu Vinapu, et il y en a d'autres, parce que même aux environs de l'île de Pâques, vous retrouvez des pyramides, des formes pyramidales sous de la végétation. Vous pouvez penser que soit ces pyramides ont été cassées, soit ces pyramides ont été ensevelies. En tout cas, il faudra bien m'expliquer pourquoi, comme par hasard, vous retrouvez l'île de Pâques sur l'axe des pyramides qui font Khéops, les lignes de Nazca, Cusco, et l'île de Pâques, enfin dans le désordre. C'est quand même étrange. Hein. Alors pourquoi cacher ça? Parce qu'il n'y a aucun doute, je vais dire. Moi, je ne suis pas allé sur, malheureusement, pas encore sur l'île de Pâques, mais il y a quelqu'un, quand même, un archéologue, qui a acheté mes bouquins, voire plusieurs, sur les géants, et qui a envoyé une équipe sur l'île de Pâques et qui a trouvé mon bouquin tout à fait intéressant. Donc, c'est tout à fait pertinent. Pourquoi cacherait-on qu'il y ait des pyramides sur l'île de Pâques? Alors on peut penser effectivement que ça renvoie au déluge, que ça peut renvoyer à une lecture de la Bible, et que ça peut renvoyer aussi à un homme de la création beaucoup plus avancé que l'homme d'aujourd'hui, puisque ces statues sont complètement intaillables aujourd'hui.
Et on est très timide pour dire effectivement que ces statues sont ensevelies. Et quand on les déterre, on découvre des écritures inconnues, qui peuvent dater d'avant le déluge. Pourquoi pas, j'ai rien contre ça. Vous le datez à combien le déluge à quelle date enfin à quelle période Vous voulez que je sois précis? Le déluge. Au jour près? Non, je dis la période. 2200 avant Jésus-Christ. L'Atlantide, 1226 avant Jésus-Christ, 1000 ans avant le déluge. Alors je m'amuse, je vous taquine, hein, monsieur, parce que vous êtes sympathique. C'est l'archevêque d'Irlande, l'archevêque des églises d'Irlande, dans les années 1700, James Ussher, qui s'est amusé à dater d'une manière très précise, au jour près, à l'heure près, le déluge, la création du monde, etc. Alors effectivement, ça fait rire. Mais le problème, c'est qu'il était évêque, et on s'est servi de ces datations pour les notes de bas de page de la King James, la première traduction de la Bible en anglais, protestante. Hein. Et là où c'est moins drôle, c'est que quand on découvre quelque chose à l'heure actuelle en archéologie, on se sert des datations de James Ussher pour essayer de les... et il y a même pour essayer effectivement de trouver une périodicité quoi, assez précise. Parce que lui part, enfin c'est encore des détails, de Nabucodonosor, mais son travail est très précis puisqu'on s'en sert à l'heure actuelle, les traductions ont été reprises, et ensuite donc c'était sur la King James à l'époque, maintenant ça n'y est plus. Donc 1226 avant Jésus-Christ, l'Atlantide, 2200 on va dire, j'ai plus de mémoire la périodicité pour James Ussher, mais 2200 avant Jésus-Christ pour James Ussher, grosso modo c'est ça. Alors effectivement pour l'île de Pâques, ça peut être soit le déluge de l'Atlantide, ça peut être soit l'Atlantide, soit le déluge. Alors pourquoi l'Atlantide? Parce que l'Atlantide, ça c'est Crombette qui le dit, mais il est le seul à le dire. Mais il a fait cette étude avec le professeur Rouche, Pierre Rouche, qui était le directeur du musée océanographique de Monaco dans les années 20-30. Et à l'époque, il n'y avait pas le détroit de Gibraltar. Et quand l'Atlantide s'est affaissée, il y a eu une onde de 20 mètres secondes qui a fait le tour de l'Afrique et qui, pour Crombette, il étudie la vitesse avec Pierre Rouche, hein. Mais Crombette est le seul à dire que l'onde a ouvert la mer Rouge, ce qui a permis aux troupes à Moïse et au peuple effectivement d'Israël, au peuple juif, peuple d'Israël, pardon, de fuir l'Égypte, et avec le reflux, les troupes du pharaon étaient ensevelies. Ça, c'est la théorie de Crombette. Mais il est le seul à le dire à ma connaissance. Mais ce que dit Crombette aussi, c'est que l'Atlantide, quand elle s'est affaissée, elle a entraîné une surrection des chaînes de l'Himalaya. Et là, il n'est pas le seul à le dire. C'est-à-dire que, j'arrive jamais à me souvenir de son nom, c'est incroyable, ce fameux, le professeur donc, Louis-Claude Vincent parle aussi de la surrection de la chaîne de l'Himalaya à partir de l'effondrement de l'Atlantide. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est une réflexion personnelle, parce que si cette onde a fait le tour de l'Afrique, elle aurait pu également effectivement toucher l'île de Pâques et amener des sédiments. Mais Crombette, alors c'est là où il faut que je progresse aussi dans mes études, Crombette ne retient pas l'Atlantide, il préfère remonter, on va dire 1000 ans avant, au déluge, pour expliquer que l'île de Pâques, effectivement, il y aurait eu les statues, seraient, entre autres les vestiges les statues de l'île de Pâques seraient les vestiges du déluge. Vous suivez? Monsieur, ça va? Oui, ça va. Donc l'Atlantide serait post-diluvienne. Elle serait post-diluvienne, oui. Post-diluvienne. Et alors c'est intéressant parce que
je me relance avec votre question, parce que quand on lit Frédéric Soddy dans Interpretation of Radium, écrit en 1909, prix Nobel en 1921, qui dit que l'Atlantide est... C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça me permet de rebondir. Il dit que l'Atlantide donc est habitée par une civilisation qui est porteuse donc de connaissances dans le monde entier, et que cette civilisation est supérieure à la nôtre. Et quand vous lisez Platon, dans le Critias, il dit que le roi de l'Atlantide, Poséidon, s'est fait construire un palais. Il faut lire le Critias, c'est pas moi qui le dis. S'est fait construire un palais et on a taillé la roche. Et ce qui est tout à fait intéressant pour l'île de Pâques, c'est que les statues moaïs, donc il s'agit bien de techniques de taille, mais on retrouve aussi des plaques. Vous faites ce sont des réflexions, vous voyez, mais ces réflexions plus d'autres tendent effectivement à montrer que les statues moaïs ne seraient pas du IXe siècle. Et pourquoi les maîtres du IXe siècle? Ben, tout simplement, c'est certainement pour ne pas attirer une curiosité scientifique sur des secrets, entre guillemets, qui contredisent la théorie du darwinisme. Et vous avez des cas comme cela, vous en avez plusieurs. Un cas qui est très concret, donc je voulais parler aussi, c'est le cas des galeries en Équateur, des galeries que l'on attribue à la période Inca. Découverte par un prêtre qui a fait l'objet, le père Crespi, dont un timbre est sorti en Équateur, et qui a fait l'objet donc d'un procès en béatification en 2010. Et donc ce prêtre, pas n'importe qui donc on va dire, le père Crespi, qui est un prêtre missionnaire d'origine italienne et qui vit là-bas dans les années 60. Et dans ces galeries, il ramène donc, il dit que ce sont les Indiens qui ont enseigné ce secret, l'entrée de ces galeries. Il remonte à la surface des plaques en or, et sur ces plaques en or, il a pris des photos, bien sûr, avant. On voit des hommes en train de monter des dinosaures, des Indiens en train de regarder le ciel avec une lunette ou des choses comme ça, ou des opérations du cerveau. Ce qui est tout à fait étrange, c'est que son église qui n'a jamais pris feu, du moment où il entrepose ça, elle prend feu, il y a des vols, et en fait il ne retrouve plus rien, quoi. Alors ça, c'est dans les années 60. Et c'est un certain Moritz, en 69, qui est appuyé par le président équatorien pour aller faire une mission spéléo dans ces fameuses galeries. Moritz est un ami du père Crespi. Donc il est appuyé, il y a même la grosse presse, parce qu'on le lit dans la grosse presse équatorienne comme El Comercio, qui est l'équivalent du Monde, qui titre en première page Moritz va faire une mission spéléo. C'est un Hongrois, ou je sais plus, Hongrois et Argentin, je ne sais plus exactement, qui partait là-bas. Et du moment où il a été là-bas, avec son équipe, il a complètement été lâché. Il a été obligé de remonter à la surface. Et là où c'est tout à fait étrange, c'est qu'en 1974, il y a eu une mission spéléo dirigée par Stan Hall, qui est un ingénieur écossais, dans ces fameuses galeries. Par Stan Hall, qui est un ingénieur écossais spécialiste de l'Atlantide. On les retrouve. Avec Armstrong, celui qui aurait été sur la Lune. Enfin, pour moi, il n'a jamais été. Enfin, bon, il était plutôt dans un studio de cinéma. Enfin, bref. Et Armstrong est allé... et tous les deux, ils dirigeaient cette mission spéléo qui a été la plus coûteuse et la plus longue de l'histoire. Avec qui? Avec l'armée américaine et l'armée équatorienne. Je veux bien croire qu'on fasse faire n'importe quoi aux soldats, mais quand vous amenez des soldats avec un spécialiste de l'Atlantide, un ingénieur, et un gars qui était sur la Lune, enfin bon, on se raconte, parce qu'en général, il y a quelque chose à chercher. Donc ça a été la mission spéléo la plus chère et la plus longue. Elle a duré plus d'1 an. Quand ils sont remontés à la surface, ils ont dit bon, on n'a rien trouvé. Donc Crespi avait trouvé des plaques en or, eux ils n'ont rien trouvé.
Crespi tout seul il trouve des plaques en or. Lui il trouve rien, seulement des plantes qui n'étaient pas classifiées. Ne vous inquiétez pas, on n'a rien trouvé, seulement des plantes qui... On a fait des tisanes, bon là rien. Mais on a trouvé. Et c'est constamment comme ça. C'est constamment comme ça. Alors ça c'est pour la petite histoire. J'ai cherché parce que je me suis dit Armstrong quand même, il doit appartenir à des cercles pas clairs. Et c'est un écrivain allemand qui a écrit ça, qui s'appelle Frank Hills, qui est jeune, et très jeune, il a mon âge, 40 d'années. Il a découvert qu'il appartenait à le plus grand club sataniste américain, le Bohemian Club. Alors ça, je ne dis pas ça par hasard, c'est parce que quand on va faire des fouilles en archéologie en 12D, on n'amène pas TF1, quoi. On y va en cachette et on fait déplacer quand même 2 armées, ce qui n'est pas rien. Et vous avez plusieurs cas comme ça. Vous avez aussi le cas d'Erinkuyu en Turquie. Derinkuyu, c'est une cité de 20 étages, 80 mètres sous terre, construite, si j'ai bonne mémoire, en 1500 ans avant Jésus-Christ, avec des systèmes d'aération parfaits, on ne sait pas comment ils ont fait. Et dans les années 60, on découvre ça. Alors en fait, ça a été habité de 1500 avant Jésus-Christ à 900 ans après Jésus-Christ. Et en 1960, quand on fait des fouilles, on ne trouve rien. Rien, ils ne trouvent rien. Même pas une chaussure, rien du tout, quoi. Ça a été habité pendant 2500 ans, on ne trouve rien. Et vous avez plusieurs cas comme ça. Vous avez le père, si j'ai bonne mémoire, le père Glory, qui a découvert les grottes de Lascaux dans les années 60. Alors je pense que le père Glory ne devait pas être à l'époque, il ne devait pas être très, très évolutionniste. Et quand il a découvert ça, il a fait des dessins, tout ça. Et les dessins des grottes de Lascaux sont parfaits. Sont parfaits, c'est-à-dire que ça contredit le dessin préhistorique, on va dire, primaire, etc., etc. Ça renvoie à un homme qui est un homme évolué. Et le père Glory, quand il a découvert ça dans les années 60, donc d'une part, c'est hanté. Il découvre que... donc il découvre ça. On envoie des archéologues, et il dit ils prennent même pas la peine de sortir pour uriner, ils urinent dans la grotte, enfin ils en ont rien à taper, quoi. Et mais là où c'est moins drôle pour lui, déjà que c'était pas drôle parce que, enfin bon, il a un accident de voiture. Il en réchappe au bout de 6 mois enfin il y a 6 mois de rééducation, et il reprend la voiture après 6 mois de rééducation, il a un second accident. Pas de chance, là il meurt. Sa maison elle est pillée, ils prennent les croquis. On ne sait pas qui. Vous avez des cas comme ça. Vous en avez Watt 1000. Vous avez le cas pour la vallée des merveilles derrière Nice. Alors, je vous parlais d'une pyramide derrière Nice. C'est le cas d'Emilia Masson, M-A-2-S-O-N, qui est la spécialiste au monde de proto-écriture, c'est-à-dire de l'écriture préhistorique. Et elle est invitée par Delumblet, donc qui avait la charge des grottes de Lascaux. Prix Nobel, certainement franc-maçon. Et donc elle part là-bas, il la décide pour aller faire une conférence à Nice. Et elle va dans un pays avec lui. Et elle se rend compte qu'elle est dans une vallée sacrée avec une roche taillée. Donc on en retourne encore aux roches taillées de l'Atlantide. D'ailleurs pour l'Atlantide, je voulais dire une chose. Poséidon, qui est le roi de l'Atlantide, son petit-fils c'est... Je ne voulais pas parler de ça, mais j'ai oublié le nom. En tout cas, ça va me revenir. Son petit-fils, donc, était un roi chez les Phaéciens. Et les Phaéciens étaient une civilisation de géants, c'est ce qu'on disait. J'ai oublié le nom de son petit-fils. Mais en tout cas, c'est tout à fait curieux parce que les géants, là aussi, ce que j'écris dans mon livre sur les géants, on retrouve encore des accointances avec l'Atlantide et une civilisation avancée. En tout cas, Emilia Masson donc, se rend compte qu'elle est dans une vallée sacrée. Quand elle étudie un peu plus,
elle remarque effectivement qu'il y a des dessins qui représentent des constellations. Bizarre pour des hommes préhistoriques. Et elle fait connaissance donc avec un gendarme qui aurait fait qui a fait, je vais voir là aussi, des études d'archéologie. Et je crois qu'il avait demandé de faire des rondes. Et ils font des rondes, et une nuit, ils entendent du bruit, et ils tombent sur des gens qui sont en train de casser l'arc pariétal, qui là aussi contredisait la notion effectivement d'homme préhistorique. Un arc pariétal évolué. Donc en fait, on est dans un domaine, si je prends ces cas-là, si je prends les pyramides de Chine, comme je l'ai fait en introduction, de la vallée du Qingchuan, plus à Shenzhen, des statues qui ressemblent pile poil aux statues que vous trouveriez en Égypte, en Chine, plus ce que je viens de développer maintenant, on est dans le cadre d'une archéologie qui est secrète. Et pour l'île de Pâques, il y a effectivement, il ne faut pas être naïf, il y a des pyramides sur l'île de Pâques. Il y a des pyramides qui sont ensevelies, et très certainement que ces pyramides ne recueillent pas l'intérêt, ou on fait semblant qu'elles ne recueillent pas, enfin, l'île de Pâques n'est pas présentée sous un jour, on va dire, de découvertes mystérieuses, tout simplement parce que ça doit renvoyer à des connaissances que l'homme n'a pas à savoir, comme avec les galeries du père Crespi. J'en suis à ce niveau-là. Après je vais étudier. Si vous avez des propositions ou des choses comme ça, elles sont les bienvenues, bien entendu. Mais quand vous trouvez un axe de pyramide, de Khéops, en passant par Nazca jusqu'à l'île de Pâques, d'une précision incroyable, qui est avec une marge d'erreur d'un dixième de 1 degré, plus un marin qui vous parle de cela en 1772, plus un anthropologue, donc Louis-Claude Vincent, qui va tout à fait dans ce sens. On est dans une autre lecture effectivement de l'île de Pâques qui pourrait être comme les Açores. Comme les Açores peuvent être effectivement un reliquat d'une civilisation très avancée, c'est-à-dire la civilisation d'Atlantide, avec l'île de Pâques, vous pouvez avoir affaire à un reliquat d'une civilisation qui est très avancée, c'est-à-dire la civilisation de Mu, comme le pense le professeur d'archéologie japonais, Kimura Misuko. Donc voilà où est-ce qu'on en est avec l'île de Pâques, c'est-à-dire très certainement sur un des grands mystères, d'autant plus que lorsqu'on regarde les études de l'évêque de Monseigneur Clessens sur ces fameux Rongo, à l'heure actuelle, on vous dit l'île de Pâques, on ne trouve que ces écritures-là, ici, quoi, sur l'île de Pâques. Alors en fait, on les retrouve partout ailleurs. Donc il y a bien un mensonge, et ce mensonge, vous le retrouvez aussi avec des découvertes qui sont annoncées avec trompette et confetti, je dirais, pour dire voilà, les statues sont ensevelies, on découvre plein de choses, alors qu'en fait, il suffit d'ouvrir un livre qui date des années 1910 pour se rendre compte avec des photos que ça avait été déjà découvert. Mais seulement ça avait été annoncé de manière discrète, ou on va dire quasiment secrète, et c'est comme dire Rinkuyu. Pour dire Rinkuyu, comme je vous l'ai expliqué, vous ne pouvez pas une seule fois penser que quelque chose qui est à 80 mètres sous terre avec des systèmes d'aération parfaits, où on se demande même comment ils ont fait, on ne découvre, soi-disant, aucune trace de vie, pas un tissu, rien. Et le père Glory, qui est décédé d'un second accident de voiture, vous avez la même chose avec l'hypogéum à Malte, où on se rend compte que c'est une structure souterraine sur 3 étages, et quand vous émettez un son sur une certaine fréquence, ça remplit toute la grotte, enfin tout l'hypogéum en tout cas. Et vous avez, c'est un prêtre qui a découvert ça, donc je ne me souviens plus du nom, en 1907, il décède. Et c'est impossible, j'ai mis un ami sur le coup,
dit trouvez-moi la raison de décès de ce prêtre. Complètement impossible à trouver. Enfin bon. Donc pour l'île de Pâques, on peut penser effectivement que cette île n'est absolument pas découverte, ou du moins les découvertes qui ont eu lieu restent connues d'une certaine élite, un peu comme ce fameux Armstrong qui part pour étudier les galeries en Équateur, avec un spécialiste de l'Atlantide, donc cet ingénieur écossais Stan Hall. On voit qu'il y a deux formes de recherche. Une recherche qui n'existe pas, on veut dire celle qu'on nous présente tous les jours dans des magazines ou des émissions télévisées qui ne servent à rien. Et puis vous avez des recherches qui sont menées par des gens, je dirais, du sérail ou de cercles supramaçonniques, puisque c'est tout à fait intéressant aussi de constater que la franc-maçonnerie s'intéresse vraiment à ce genre de sujet. C'est la Grande Loge nationale de France qui a publié un livre il y a 3 ans sur les secrets de l'archéologie. Donc voilà, je pense que l'île de Pâques, très certainement, peut offrir une lecture de l'histoire d'avant le déluge. C'est fortement possible. Je ne crois absolument pas à des statues moaïs qui datent du IXe siècle. Et d'autant plus que ces statues, on retrouve effectivement, comme Apu Vinapu, ce fameux mur de plus de 2 mètres de haut, ressemble aux pyramides Inca. Donc d'une part, il y a tout lieu de penser que nous pouvons effectivement avoir affaire à des connaissances antédiluviennes et qui resteraient secrètes pour une certaine classe. Au même titre que cette élite, scientifique, c'est cette même élite qui va sur la place Tahrir au musée du Caire, donc, et qui va piller ce musée d'une manière très précise en sachant ce qu'ils vont chercher. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans cette société, ce sont les mêmes qui développent le mensonge du darwinisme et qui, eux, sont au courant d'une autre réalité, de la réalité de notre histoire. C'est ça ce qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'on retrouve, et c'est pas le hasard, lorsque vous avez un tsar, Nicolas II, qui envoie notamment, enfin là je fais un peu de diversion, une expédition sur le mont Ararat pour étudier l'arche de Noé. Ça pourrait être enfantin, on va dire, mais quand ils retournent, en fait, l'expédition est arrêtée, je crois qu'ils étaient 6, et 5 sur les 6 sont tués. Donc on voit bien, quand vous avez compris aussi qui a mené la révolution bolchevique, par qui elle a été financée, vous comprenez effectivement que vous avez affaire à une élite Illuminati, ça c'est pour dire les mots, et que cette élite a une connaissance, étudie l'histoire de l'humanité, qui est certainement dans l'île de Pâques, et que pour nous, effectivement, il s'agit de nous amener à de fausses connaissances, tout simplement. Ça, c'est pour nous amener à l'avènement de l'Antéchrist. Parce que la vraie connaissance ramène à Dieu, la fausse connaissance ramène effectivement à l'opposé. Et l'île de Pâques, à mon sens, renvoie à des vérités qui ne doivent pas être annoncées, notamment les pyramides. Je vous remercie. Des questions comme toujours? L'équateur penché. Comment? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le travail de Grimaud et Pouillard sur l'équateur penché? C'est à ça que vous faisiez référence? Non, pas du tout. Parce qu'il parle d'un alignement de sites monolithiques sur un axe qui fait le tour du monde. Oui, ça je suis au courant. J'ai vu les vidéos de Jacques Grimaud, mais je n'ai pas étudié après en profondeur. Mais en tout cas, ce qui est très pertinent, c'est que pour les pyramides, il dit qu'elles sont bâties sur le nombre d'or et sur pi. Ce qui est complètement... ce qu'on ne dit pas. Et Donc sur on a affaire, effectivement... Le maître et la coudée
Oui, ça aussi, je m'en souviens. qui était articulé de manière assez cohérente dans le calcul des dimensions et il y a une cohérence mathématique entre le mètre pi et la coudée. Ouais. Est-ce qu'on a découvert l'utilité des pyramides? Mais pour la pyramide de Khéops, il y en a plusieurs qui sont un peu révisionnistes pour le coup. C'est pas Forisson, hein, mais qui pensent que ce n'est pas un tombeau, mais que ça peut être effectivement une batterie énergétique ou que sais-je, quelque chose comme ça, parce qu'on se rend compte que, par exemple, les choses conservent très bien. Et même si vous faites une pyramide, je connaissais un professeur en Roumanie qui s'était amusé à ce genre de choses, à reconstituer une pyramide en format réduit pour, enfin je sais pas, c'était pour, il avait remarqué que les objets rouillaient moins, je sais pas, il y avait un truc comme ça, voilà. Mais il y avait l'altération des objets était moindre. C'est tout à fait intéressant de remarquer qu'en Bosnie, s'il s'agit de pyramides, parce que je suis prudent, ce faisceau là qui existe au-dessus, qui est constaté par des dizaines de scientifiques, hein, en tout cas plus de 10, on constate que ce faisceau donc ne va pas vers le sommet, mais part du sommet et en fait s'amplifie en partant du sommet. Comme s'il s'agissait effectivement de recueillir des énergies, ou je ne sais pas, donc il y a des connaissances certainement qui sont tout à fait inconnues. Enfin inconnues, présentées comme inconnues, parce que les pyramides de Bosnie dont on dit qu'elles sont fausses, hein, le président bosniaque, bon, qui se sentait concerné, y est allé, je ne sais plus en quelle année, mais il était accompagné du responsable, j'ai oublié le nom, du responsable des services secrets saoudiens. Alors là aussi, quand vous avez dans l'idée cette histoire qui s'est passée avec le père Crespi et l'expédition avec deux armées, Stan Hall, c'est un ingénieur écossais spécialisé en Atlantide pour répéter les choses, et Armstrong, là vous avez un type qui fait le déplacement qui est Farouk, je ne sais plus comment on fait, je ne sais plus le nom, qui est le responsable des services secrets saoudiens et qui va là-bas. Donc on a affaire, c'est-à-dire d'un côté on nous sert, bien qu'il y a des dédales avec des concentrations en ions négatifs sans système d'aération, et j'en passe d'autres parce qu'il y a d'autres mystères sur ces pyramides de Bosnie, soi-disant pyramides de Bosnie en tout cas. On voit qu'il y a des gens tout à fait qui appartiennent, on va dire, à une élite de la société, politique même, qui ont fait le déplacement. Est-ce qu'il y a une recherche, à ton avis, dans ces élites-là, de retrouver un état originel, de se maintenir en bonne santé? Tout à fait, oui. De nous cacher peut-être... Entre autres, oui. Entre autres. Tu parlais d'énergie. Oui, on peut le penser, oui. Négatif, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Mais là, on touche à un autre sujet, mais c'est tout à fait intéressant, comme c'est pertinent. C'est le propre de l'alchimie, en fait, c'est l'éternité. C'est ça. Et les satanistes sont complètement obsédés par l'alchimie, par l'éternité. Tu parlais, tu disais une bonne connaissance qui mène à Dieu, il y a une mauvaise connaissance qui amène au diable. La gnose, on peut appeler comme ça, a priori, est anti-catholique. Elle est anti-catholique. Est-ce que tu as une position précise, ferme, sur René Guénon? Alors, là, c'est une question à risque, parce que René Guénon, je ne l'ai jamais étudié. Ouais. Donc, je ne peux pas me lancer là-dedans. C'est-à-dire, quand je ne sais pas, j'ai pas envie de me couvrir de ridicule et je peux pas. Evola, pareil. Oh, Evola, on peut pas. Moi, j'ai lu Evola sur le sang ou je ne sais quoi. Enfin, il y a plusieurs années. C'est pas du tout catholique, non. Là-dessus, on peut pas. Mais il suffit de comparer, par exemple, Guénon avec les pères de l'Église catholique. On voit que c'est quand même différent. Et Saint Thomas, vous pensez quoi? Comment? De Saint Thomas. Saint Thomas? Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin? C'est un père de l'Église, donc c'est très bien. Mais comment ça se fait que toute cette archéologie cachée n'apparaît pas dans la Bible? Elle apparaît dans la Bible, mais d'une manière différente, c'est-à-dire que la Bible, elle est concentrée, bon, on va dire, sur
sur Israël, et vous retrouvez... c'est une femme justement qui a des visions aussi, ça c'est tout à fait intéressant, Val Torta, hein, c'est ça, qui a des visions de l'archéologie biblique, et il y a des... à la suite de ces visions-là, des recherches qui sont faites, et on tombe pile poil sur ça. Mais l'archéologie biblique est tout à fait mystérieuse. Dans le livre des Géants, je parle de la prise de Jéricho, et je peux vous dire une chose, c'est que la prise de Jéricho, il y a tout lieu de penser que c'est l'onde des trompettes qui a fait voler en éclats l'enceinte de la cité. C'est-à-dire qu'il y avait un pouvoir dans ces ondes qui était... enfin, je le développe dans le livre sur les géants. Donc il y avait certainement ce qu'on appelait les... je ne sais plus le nom de ces trompettes en tête, mais ça montre aussi des connaissances certainement en acoustique. D'ailleurs, je reviens là-dessus, c'était sur France Inter, ils ont fait une émission sur les grottes, et ils disent que les grottes, les dimensions des grottes, sont des dimensions qui permettent une acoustique parfaite. D'une part, vous trouvez des dessins sur des endroits complètement inaccessibles, des dessins perfectionnés, et avec une acoustique parfaite, comme avec l'hypogéum de Malte. Donc on a affaire effectivement à des connaissances qui échappent à notre, on va dire, à notre compréhension. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une statue de l'île de Pâques qui est au British Museum dès les années 1910. Et le British Museum, là aussi, quand vous avez l'œil, on va dire, pointu, vous constatez quoi? Que c'est le British Museum. Vous constatez trois choses. Le British Museum fait l'étude du linceul de Turin pour essayer de démontrer que c'est un faux. Alors qu'en fait, ils sont complètement incapables d'expliquer comment le faussaire a fait. C'est-à-dire qu'en fait, en conclusion, c'était quelqu'un qui s'était levé en disant « mais vous êtes incapable de dire comment le faussaire... Vous dites que c'est un faux, grosso modo, mais vous êtes incapable de dire comment le faussaire a fait. Donc c'est un faussaire qui est en avance sur notre temps. Si c'est un faux qui est du 15e siècle, si vous êtes incapable de dire au 20e siècle comment le faussaire a fait, c'est que le faussaire est en avance sur son temps. » Alors là, il y a eu un blanc, effectivement. Le British Museum donc étudie le linceul de Turin, qui dérange énormément parce qu'effectivement, ça montre ça montre effectivement l'existence de notre Seigneur. Ensuite, vous avez pour le British Museum l'homme de Nebraska. Ils ont mis, je crois, 40 ans à le sortir de leur présentoir. Et quand ils le sortent, on se rend compte de quoi? Que l'homme de Nebraska est un faux. Ça, c'est au British Museum. C'est un faux. C'est-à-dire que c'est un mélange de dentition d'homme, de singe et d'homme avec des mâchoires, en fait, pareil. Et il est tellement faux qu'on retrouve les traces digitales des faussaires sur du plâtre à l'intérieur du crâne. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est que en les années 1950, vous avez dans la librairie du British Museum la lettre de Pike à Mazzini. Quand Pike écrit le 21 juillet 1871, il écrit au chef des Carbonari, donc Pike est un grand sataniste, Illuminati, etc., franc-maçon, 33e degré, patati patata. Il écrit donc au chef des Carbonari, Mazzini, lui disant qu'il faut 3 guerres mondiales pour arriver au monde qu'ils veulent, jusqu'à l'avènement de l'Antéchrist. Et cette lettre était à la librairie du British Museum. Et après, maintenant, ils disent que c'est bon, ils l'ont enlevé entre-temps. Donc on voit bien que le British Museum est au centre des choses, au centre de beaucoup d'interrogations, d'études. Et c'est tout à fait intéressant de constater qu'ils avaient une statue de l'île de Pâques. Ouais. Il y avait même un type à l'époque qui
qui avait fait les études sur le Loch Ness, qui travaillait pour le British Museum, ils l'ont licencié. En votre position par rapport Au Loch Ness? par rapport au plésiosaure qu'on aurait pu retrouver, ça remet en cause l'ancienneté des dinosaures ou le manque de fiabilité des méthodes de datation? Ah non, les méthodes de datation, que ce soit le potassium argon ou le carbone 14, ne sont pas du tout fiables, puisque je crois que c'était quelqu'un qui avait fait, qui mangeait une crevette, enfin on avait trouvé des trucs de millions d'années, voire des centaines de milliers d'années. Mais au-delà de ça, pour le plésiosaure, il faut se remettre sur les études tout à fait récentes des années 90 dans le Montana du docteur Mary Schweitzer, qui n'est pas du tout créationniste, donc elle est un peu embêtée par ce qu'elle découvre, à savoir des squelettes de dinosaures avec de la chair, même des tissus veineux existants, et de la chair putride, en fait, qui sont mauvais, quoi, hein. Et elle est vraiment embêtée par ce qu'elle découvre. Oui. Parce qu'en fait, bon, le dinosaure, lui, est censé avoir disparu il y a 60-70 millions d'années. Mais même si, dans une optique récentiste, il n'y a que 2000 ans qu'ils auraient disparu. 2000 ans? Oui. Bon, non, imaginons, mais 2000 ans, ça fait quand même du temps pour que la... Non, mais moi, alors justement, la Bible parle des dinosaures. Hein. Dans Job 40-15, Job voit le Behemoth. Alors c'est tout à fait intéressant parce que dans les Bibles modernes, maçonniques, hein, bien sûr, le Behemoth c'est l'hippopotame, mais le Behemoth est décrit comme avec une queue forte comme un cèdre et des muscles des reins. Ça ne peut pas être un hippopotame, c'est un dinosaure. Mais comme le mot dinosaure apparaît après les années 1850, on ne pouvait pas dans la Bible parler de dinosaures, hein, mais du Behemoth. Et là, une fois de plus, comme ça dérange, on peut faire le traduire, on peut faire expliquer que Job a vu un hippopotame. Alors qu'en fait, c'est un jeu de mots, pour le coup, ça ni tête ni queue. Oui. Donc la conclusion, c'est que la chair peut mettre... Comment? La chair peut mettre plusieurs centaines d'années à se décomposer, ou qu'il existe des dinosaures qui sont morts il n'y a vraiment pas très longtemps. Oh, il n'y a pas très longtemps. Il y a même, c'est un historien qui écrit ça, qui s'appelle... Le titre c'est After the Flood, après le déluge. Et l'auteur c'est Cooper, je ne sais plus comment. Enfin, tout ça, c'est un créationniste. Et il dit qu'au XVIIe siècle, au pays de Galles, les gens sont embêtés parce qu'il y a des oiseaux préhistoriques qui détruisent le toit des maisons. Le problème, c'est que bon, c'est quand même un historien qui écrit ça. Donc on rejoint encore des cas d'archéologie secrète. Ouais. C'est plus de l'archéologie d'ailleurs, si ça existe encore. Ce n'est plus de l'archéologie. Oui. Et le cas du Loch Ness, c'est celui-là. Puisque le cas du Loch Ness n'existe pas qu'au Loch Ness. Hein. Il y a le lac Titicaca, le lac Champlain aussi, entre le Canada et les États-Unis, où on trouve aussi le même cas, en Norvège. Et vous allez à Drumnadroit, donc en Écosse, là où il y a le Loch Ness, les gens sont persuadés à 90%, soit ils ont vu le Loch Ness, soit ils ont vu quelqu'un qui l'a vu, quoi. Et sans bouteille de whisky. Parce que la bonne blague, c'est de dire, si tu veux voir le Loch Ness, tu prends 2 bouteilles de whisky. Mais ils sont convaincus de l'avoir vu. Et il y a, c'est un ingénieur qui était un surdoué, qui avait joué du violon avec Einstein à l'âge de 10 ans, qui a fait un armement très sophistiqué pour l'armée américaine, justement dans le cadre de la guerre du Golfe. Je suis désolé, je n'ai pas le nom en tête. Hein. Et qui s'est servi de toutes ses études pour l'armement américain pour essayer de trouver le plésiosaure dans le Loch Ness. Et il faut savoir que le Loch Ness, en fait, c'est très long, ça fait 22 km. Hein.
Et là où c'est tout à fait étrange, c'est que l'Irlandais qui a évangélisé l'Écosse, Saint Colomba, on dit qu'il a vu le... Des questions? Moi j'ai une question. Si les Illuminati ont plusieurs longueurs d'avance, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, à partir de ce moment-là, qu'attendent-ils pour exécuter leur plan, puisque de toute façon ils ont plusieurs longueurs d'avance. Donc est-ce qu'ils ont besoin d'une troisième guerre mondiale? Parce que s'ils ont déjà autant de pouvoir et autant d'avance et autant d'argent, Oui. pourquoi attendre? Il y a plusieurs raisons pour S'ils ça. veulent imposer un système, Il y a plusieurs raisons pour ça. Une troisième guerre mondiale servira à décimer la population mondiale. Parce que ils ont besoin d'une population minimale, réduite de 90%, pour extraire les minéraux, enfin pour faire une population d'esclaves, on va dire, pour les servir. Et cette population restreinte, fortement restreinte, donc de 500 millions d'habitants, est beaucoup plus facilement contrôlable. Donc il faut arriver à ça par des épidémies, par des guerres. Ensuite, ça dépend qui on met derrière les Illuminati. Si vous mettez les Rockefeller, je pense qu'on ne se trompe pas. Le souci des Rockefeller, c'est que pour arriver effectivement à cette dictature mondiale, ils sont obligés d'arriver à l'implantation de la puce RFID. Et pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Ça commence à se propager quand même. Non mais moi je suis venu sans aujourd'hui. Toi aussi. Hein. mais ils pourraient l'imposer, puisqu'ils ont plusieurs longueurs d'avance. Oui, mais le problème c'est que il faut soit une crise, soit une... parce que la population n'est pas encore réceptive pour ça. Et ensuite, c'est ce qu'ils expliquent, c'est justement la lettre de Pike à Mazzini, où il explique que pour arriver à leur but, il faut que le démon soit accepté. C'est leur but. Pas que le démon s'impose, mais qu'il soit accepté. Pour ça, il faut des crises. Et on peut penser que c'est là où tout est surnaturel, que le bon Dieu agit encore. Et ça, c'est complètement invisible. C'est pour ça qu'il faut... Alors là-dessus, je suis raide. Hein. Il faut prier. Tous les jours, 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 tous les jours. Tous les jours. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Tout est surnaturel. Tout est surnaturel. Tout est surnaturel. Quels que soient les péchés qui vous taraudent, quelle que soit votre conscience, tout ce que vous voulez, ne perdez jamais le contact avec Dieu. Ne perdez jamais le contact avec Dieu. Non seulement parce qu'un jour il vous enlèvera tout ça, il vous éprouve, mais c'est une malédiction qui s'abat à l'heure actuelle sur nous. Et il faut répondre à cette malédiction par un retour à Dieu, par un retour au Christ et à la Sainte Vierge, parce que tout passe par elle. Et il faut revoir l'histoire de France, il faut revoir tout ça, tout est clair. Dieu a ses plans, et effectivement les Illuminati ne sont que des pions de Dieu, ça c'est pas... et le seul moyen de retarder tout ça, c'est la prière, 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 c'est l'Église, c'est l'Église. Quel que soit le mal qui vous taraude, quel que soit le désespoir que vous avez, retournez à Dieu, retournez à Dieu. Ne vous souciez pas de vos... Il faut retourner. C'est comme le match de rugby, il faut y mettre les oreilles, la tête et les épaules. Qui que vous soyez, ne désespérez jamais. C'est Dieu qui décide. Et je peux vous dire que là, en termes d'espoir, avec lui, on a le plus grand désespoir. Désespoir. Retardé, quand vous dites retardé, ça veut dire que c'est quasiment... Alors c'est quasiment, parce que là, pour arriver à l'état final, il faut la puce RFID. Mais ils vont échouer dans leur plan, je suis... Même Pike l'avait dit, on est à 2 doigts d'y arriver, nos plans vont être découverts, etc., etc., etc. Vous savez, il y a toujours des surprises et c'est pas le démon qui décide de quoi que ce soit.
les satanistes, la franc-maçonnerie ne sont que des piètres larbins, des incompétents, des idiots qui protègent le pédosatanisme, bien entendu, parce que là-dessus, ils y retrouvent leur pouvoir surnaturel. Mais ce sont des gens qui sont voués à l'enfer, ils le savent très bien. Tout ce qu'on veut, c'est la vie éternelle, c'est pas autre chose. Et tout ce qui nous est adressé pour l'instant, ce sont des malédictions. Tout simplement parce que la créature n'est plus soudée avec le Créateur. Et c'est ce qu'il nous faut faire, hein. Ne jamais désespérer. C'est un péché d'ailleurs, le désespoir. Et comme les affaires sont convergentes et qu'elles sont extrêmement puissantes, en tant que catholique, la prière, certes, est-ce qu'il faut exclure la protection, la défense? La protection de quoi? Du bulletin de vote, hein? Non, absolument pas. Je pense à des formes d'organisation en termes d'autonomie, je pense sur des bases matérielles, se prémunir. Je pensais à tout ce qui est... BAD peut-être. C'est-à-dire... Les bases autonomes durables. Ouais, pourquoi pas, Les bases autonomes durables, c'est-à-dire être... Vous savez, équipé. je vais vous dire un truc, vous pouvez penser à tout ce que vous voulez, très sincèrement. Hein. Tant que vous n'avez pas Dieu, tant que vous n'avez pas la prière, ça échouera. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Si vous avez la prière, si vous avez la confession, si vous avez tout ça, le repentir, si vous retournez à Dieu chaque fois, avec la miséricorde, vous aurez les solutions. Ça ne sert à rien de réfléchir. Vous réfléchissez en termes d'humains. Mais les plans ne vous appartiennent pas, ils sont bien au-delà de votre réflexion. Oui, mais la nourriture, par exemple. Mais oui, mais vous réfléchissez comme ça. Mais après, vous pouvez réfléchir, oui, si vous voulez, si ça vous a... mais ne jamais perdre la prière. Non, j'ai dit la prière d'abord, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'associer? Après, bon, ce sont des questions, vous voulez m'amener sur le terrain de Piero San Giorgio, sur des trucs comme ça, des questions sur le survivalisme, je crois qu'on appelle ça comme ça. Non, forcément. Non, je pense par exemple faire son potager, faire ce genre de choses. Bah oui, tout à fait, oui. Ça peut. En tout cas, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, les grandes surfaces, on croit que les grandes surfaces sont pleines. Alors, en fait, c'est à flux tendu sur les routes. Je crois que grosso modo, on est à un jour de réserve, pas plus, quoi. Il suffirait qu'il y ait un rush sur les grandes surfaces pour se rendre compte qu'il n'y a aucune, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. C'est un leurre là aussi de penser qu'on est dans une abondance de nourriture, quoi. Parce que tout est en permanence sur les routes et vous bloquez tout, ne serait-ce qu'une journée, vous n'avez plus rien sur dans les grandes surfaces. Donc effectivement, oui, c'est tout à fait sain de faire son potager d'une manière pour une question matérielle aussi, pour une question spirituelle, bien sûr. Moi j'aurais une question, elle est plus universelle, c'est que vous ne croyez pas que avec les données des diverses traditions, là je pense à la tradition hindoue, la théorie des cycles cosmiques, ben, on irait plus loin historiquement parlant par rapport à la Bible? Non, je ne crois pas, parce que je ne crois pas du tout à... Je pense que l'hindouisme est une hérésie qui a été propagée par Térébinthe, c'est un nom qui... on pense que l'Inde a été évangélisée par saint Thomas. Celui qui parle très bien de ça, c'est Étienne Couvert. C'est-à-dire que le bouddhisme n'apparaît pas 6 siècles avant Jésus-Christ. D'ailleurs, Bouddha, né d'une vierge, tenté pendant 39 jours par le démon, enfin on trouve la lecture du Christ. Hein. Sauf que les premières traces du bouddhisme ne sont pas 6 siècles avant Jésus-Christ, mais 2 siècles après Jésus-Christ. Donc on voit l'imposture. Et on perd effectivement l'origine, la patte du christianisme, parce qu'avec le temps, enfin voilà, quoi, ça s'est fondu, mais vous retrouvez cette patte dans cette culture, dans le shintoïsme au Japon, une forte imprégnation de catholicisme, de christianisme. Oui. Parce que les textes sacrés des Védas, ils ont été écrits 6 siècles avant Jésus-Christ. Oui, c'est ce qu'on prétend, mais c'est pas... Là-dessus, il faut lire Crombette, il faut lire
Il y a un livre en allemand dont j'ai oublié le nom, qui a été traduit, enfin qui a été écrit en 1850, et qui raconte qu'il y avait que le monde entier avait la notion de la Sainte Trinité. Donc tout ça, ça nous aide à comprendre beaucoup de choses, y compris chez les Incas et chez les Égyptiens. J'ai oublié le nom malheureusement. Mais tout ça, ce sont des... C'est comme Sumer. Sumer, on a enlevé et on a mis dehors les scientifiques qui dérangeaient, mais vous avez plein de contradictions avec Sumer. Sumer, par exemple, tous les francs-maçons, tous les... Jovanovic aime Sumer, tous les francs-maçons aiment Sumer, tous les antibiblistes aiment Sumer. Et tout à fait intéressant de lire que Sumer, par exemple, on lâche la colombe et on lâche le corbeau après. Et c'est complètement impossible, alors que dans la Bible c'est l'inverse. C'est tout à fait impossible parce que le corbeau est carnassier, il aurait mangé la colombe. Vous avez plein de contradictions dans les histoires de Sumer. Et vous avez des gens qui ont découvert des quantités d'autres connaissances, mais bon, je n'ai pas préparé ça, ce sont quelquefois des choses que je lis, que je ne peux pas restituer malheureusement, parce que ce sont des connaissances silencieuses. Vous collez à la lettre à la description du sauvetage des animaux par l'arche. Ah, par rapport à la Bible, oui. J'ai étudié cette question et j'y retrouve des choses tout à fait pertinentes, oui. Pourquoi on a gardé le ténia? Le quoi? Pourquoi on a sauvegardé le ténia, par exemple? Et comment? C'est matériellement? Pourquoi le ténia? Pourquoi Dieu il aurait choisi de garder le ténia? J'en sais rien. Oui, mais ça c'est plutôt pour rigoler, mais comment faire cohabiter sur un bateau? Oui, alors ça c'est intéressant. Parce que Genèse 5, attendez, le déluge apparaît après, je crois que c'est Genèse 6, 7, je crois de mémoire. Hein. Et la Bible, avant le déluge, dit que toutes les espèces sont herbivores. Et Genèse 9, 22, si j'ai bonne mémoire, on dit que il y a des espèces carnivores. Certainement pour rattraper la perte en protéines. Enfin, les lois de la nature changent et il y a certainement, de par l'alimentation, une perte en protéines. On peut penser que Noé aussi a fait pousser une vigne parce que le raisin est très fort. C'est un aliment qui est très nourrissant. Et en tout cas, si toutes les espèces, c'est écrit dans la Bible, hein, après je n'ai plus tous les passages en tête, mais avant le déluge, les espèces étaient végétariennes. Donc ce qui peut expliquer que dans l'arche, elles étaient toutes végétariennes, elles pouvaient cohabiter. Et dès qu'elles sortent de l'arche, j'avais fait une conférence sur ça, dès qu'elles sortent de l'arche, elles deviennent... il y a ce sont des lois de la nature qui nous échappent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les desseins de Dieu. Et Dieu intervient directement sur la création. Pourquoi? Parce qu'il refait une création à partir de Noé. Et dans la seconde où Noé, sa femme, ses 3 fils, ses 3 belles-filles sortent de l'arche, Dieu remet le doigt sur la création parce qu'il refait une nouvelle création. Et vous retrouvez ça avec la lignée maudite antédiluvienne avec Caïn, avec Cham, qui devient le... Tout est... La création se refait tout de suite, et dans la seconde où les... si on étudie bien l'arche, on le voit très bien. On le voit très bien. C'est-à-dire que Dieu intervient directement. C'est-à-dire qu'à notre époque où on a du mal à penser que Dieu est directement acteur de notre vie, on pense à un Dieu qui est dans le ciel, qui est éloigné, là c'est pas du tout le cas. Il est présent. Après je vais y aller. Non, j'avais une question. Oui. J'ai pas noté. Comment? J'ai pas noté la question. Ça c'est pas de ma faute. Mais tu me la poseras au bistrot. Voilà. S'il y a des civilisations beaucoup plus avancées que nous, certaines dans le mal, certaines dans le bien, pourquoi n'interviennent-ils pas? Parce que
qui ils? Bah, les civilisations plus avancées, parce que on a des preuves qu'il y a des civilisations quand même plus avancées qui étaient existantes avant nous. Et oui, mais justement, l'histoire de l'Atlantide, c'est que il y avait des choses qui déplaisaient à Dieu et qui se pratiquaient, notamment les sacrifices. Alors on ne parle pas des sacrifices humains, hein, mais des sacrifices d'animaux ou autres, on parle de pratiques. Et chaque fois qu'il y a des pratiques, quand il y a des pratiques qui déplaisent à Dieu, ça c'est Platon qui en parle. Chaque fois qu'il y a des pratiques qui déplaisent à Dieu, il y a des cataclysmes. Mais là, il y a des pratiques qui devraient déplaire à Dieu. Oui, mais vous allez voir ce qui va se passer. Vous sentez pas le vent tourner? Si, Ah, il est fort, hein. voilà. En tout cas, merci encore. Voilà. Merci. Merci.